Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons sur la 98.7 Océan FM dans l'émission Océan Politique. Nous saluons au passage tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent tous les dimanches à partir de 13 h. Je vous rappelle que Océan Politique est une émission qui traite l'actualité politique. Nous invitons les acteurs politiques, les intellectuels, les membres de la société civile et également tous ceux qui interviennent dans la bonne marche de ce pays. Alors qui peuvent souvent nous donner des avis, une appréciation sur le déroulement des dossiers politiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Ramatoulaye Ndiaye Diallo. Bonjour, Madame Diallo. Bonjour, Monsieur Abdou Diouf. Je vous remercie de m'avoir invité à votre émission Océan Politique sur la radio Océan FM 98.7. Permettez-moi de saluer les fidèles auditeurs de votre radio. Voilà, donc, et j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2025. Ce n'est pas encore tard. Merci beaucoup. Voilà, et vous souhaitez également plein succès dans vos activités. Amin, merci beaucoup. Alors, Madame, on passe automatiquement à la présentation de l'invité. Alors, qui est Ramatoulaye Ndiaye Diallo? Ramatoulaye Ndiaye Diallo est médiateur pédagogique. Elle est également directrice du Centre départemental d'assistance et de formation pour les femmes et les jeunes filles de Dakar, CEDAF. Présidente également de l'Amicale des médiateurs pédagogiques du Sénégal, formatrice à l'école d'art, oratoire et de leadership du docteur Cheikh Oumar Diallo. Vous confirmez, madame? Oui, effectivement, monsieur Diouf. Avant d'être médiateur pédagogique, je suis tout d'abord enseignante de formation. Donc j'ai eu à enseigner pendant plus de 15 années avant de regagner le ministère de l'Éducation nationale où je suis restée pendant plus de 12 ans. À la suite de ça, j'ai eu un détachement pour quitter l'Éducation nationale et rejoindre d'alors qui s'appelait le ministère de la Famille et de la Protection des enfants. Maintenant, le ministère a une autre dénomination, c'est le ministère de la Famille et des Solidarités. Quand j'ai rejoint ce ministère-là en 2021, Ndeye Salimata Diop Dieng, à l'époque, qui était ministre de la Femme, qui m'avait coopté voilà, pour m'amener à ses côtés, travailler avec elle. Et vraiment, elle m'avait fait un grand honneur en me nommant directrice du CEDAF de Dakar. Le CEDAF, c'est le Centre départemental d'assistance et de formation pour les femmes et les jeunes filles. Donc c'est un centre qui couvre tout le département de Dakar. Parce que les CEDAF, c'est un projet du président Abdoulaye Wade qui avait pris la décision d'installer des CEDAF dans les départements du pays, dans chaque département. Malheureusement, ça n'a pas pu se réaliser puisque à l'heure actuelle, les CEDAF ne sont qu'au nombre de 13 CEDAF. Donc vous voyez qu'il y a encore un gap à combler par rapport au nombre de départements qui existent. Donc 13 sur 57 départements, je pense. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Donc je peux dire que le CEDAF de Dakar, ça couvre pratiquement la région de Dakar. Puisque Dakar compte 5 départements. Le département de Rufisque a un CEDAF situé à Bambilor. Maintenant, il y a le département de Guédiawaye, Pikine, Keur Massar, qui n'en dispose pas encore. Et toutes ces femmes-là et ces jeunes filles-là rallient le CEDAF de Dakar pour leurs besoins de formation. Il n'y a pas d'autres départements ici, hors Rufisque et Dakar, dotés de CEDAF, et les femmes ont besoin de se former. Elles viennent jusqu'au CEDAF de Dakar. Le CEDAF de Dakar est situé à l'unité 24, l'unité 24 des parcelles. Assainies. Oui, mais ça couvre
tout le département de Dakar et les autres départements qui n'en disposent pas pour le moment. Ces CEDEF ont été créés pour la formation des femmes et des jeunes filles. Tout à fait. C'est des structures qui dépendent du ministère de la Femme, comme communément appelé, parce que les gens connaissent le ministère de la Femme. Si tu dis ministère de la Solidarité, les gens ne connaissent pas trop. Mais quand on dit ministère de la Femme, voilà, donc les gens identifient tout de suite ce dont il s'agit. Donc les CEDEF ont été créés pour encadrer, accompagner et former les femmes et les jeunes filles. Dans quel domaine? Dans beaucoup de domaines. Est-ce que Par exemple, pour ce qui concerne les jeunes filles, il y a des jeunes filles qui ont décroché précocement du système éducatif. Elles n'ont pas eu la chance de poursuivre leurs études. Maintenant, pour ne pas qu'elles soient laissées à elles-mêmes, les CEDEF sont là pour les accueillir. Et qui n'ont pas les moyens d'aller peut-être dans le privé. Dans le privé, de payer des formations et autres. Oui, le CEDEF les récupère. Les récupère. Okay. Voilà, pour leur dispenser des formations en couture, en restauration, en coiffure. Et parallèlement, on accueille les organisations féminines, les groupements de femmes. Et on dispense des formations dans beaucoup de domaines, dans la transformation des céréales locales, la transformation des fruits et légumes. On les forme aussi à produire des épices à base de plantes culinaires. Oui, de plantes culinaires. On les accompagne en teinturerie, dans beaucoup de domaines, en restauration, en coiffure. Le CEDEF, de façon générale, aide les femmes à pouvoir dérouler des activités génératrices de revenus. Puisqu'on sait que le ministère de la Famille et des Solidarités a une grande vision concernant l'autonomisation économique des femmes. Les femmes ont besoin d'être autonomes économiquement. Si on sait qu'actuellement, dans les foyers, les femmes jouent un rôle très très important. Elles sont là à côté de leurs époux pour les aider dans la gestion du ménage. Les femmes prennent généralement en charge l'éducation des enfants, l'habillement des enfants, les questions sanitaires et tout ça. Donc elles sont là vraiment pour accompagner leurs époux. Et si elles ne parviennent pas à dérouler des activités qui peuvent les aider vraiment à avoir des revenus, c'est un problème. Tout à fait. Donc au CEDEF de Dakar, on dispense des formations dans ces domaines que je viens de citer et ça permet aux femmes de pouvoir dérouler ces activités chez elles. Il y en a même qui arrivent à entreprendre avec ces activités ces formations qu'on leur délivre. Elles arrivent vraiment à faire des activités qui peuvent les aider à amasser des revenus. Et ces revenus sont encore reversés dans la gestion du ménage, ce qui est très très important. Tout à fait. Alors, est-ce que toutes les filles sont au courant de ces CEDEF-là? Là, vous en êtes où sur la sensibilisation? Malheureusement, il reste encore beaucoup de choses à faire par rapport à la vulgarisation, à la sensibilisation, puisque les CEDEF sont là, mais les gens ne connaissent pas trop les CEDEF. Tout à fait. Ouais, c'est un problème. Et moi, le premier challenge que j'ai eu à faire, c'est vraiment de travailler sur la popularité, la notoriété de ce centre-là. Parce que moi-même, quand on m'a affecté au CEDEF de Dakar, c'était la première fois que j'entendais parler du CEDEF. Que toute ma carrière, je l'ai faite au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Même moi qui vous pose cette question-là, c'est la première fois que... Voilà. Et vous êtes nombreux dans ce cas. Les gens ne connaissent pas du tout le CEDEF. Donc ça a été un grand défi pour moi quand je suis arrivée, d'essayer de promouvoir le CEDEF. Et depuis que je suis là, ça fait 3 ans, vraiment, j'ai abattu un travail de vulgarisation, de promotion de l'identité du CEDEF, ce qui fait que maintenant les femmes ont plaisir à venir au CEDEF.
les femmes aiment venir au CEDAF de Dakar y dérouler des activités. Quelles sont les tranches d'âge qui viennent vous voir oui, bon, au niveau du CEDAF? Pour les jeunes filles, on les accueille de 14 ans, c'est l'âge minimal, 14-15 ans, maintenant jusqu'à 25 ans, 26 ans. Tout à fait. Voilà, pour les jeunes filles. Maintenant, pour les femmes, il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite. Toutes les femmes, hein, quel que soit leur âge, quelle que soit leurs ethnies, leur appartenance politique, religieuse, peuvent fréquenter le CEDAF. Parce que c'est des structures dédiées exclusivement à la gente féminine. Donc vraiment, il n'y a aucune discrimination, aucune exclusion qui est faite. Toutes les femmes peuvent venir vraiment et intégrer le CEDAF et dérouler des activités génératrices de revenus. Ok. Est-ce que vous les financez après leur formation ou bien voilà. Vous trouvez des financements pour voilà, exactement. Puisque on a l'habitude de dire qu'il y a les 3 F qui sont importants. C'est quoi les 3 F? C'est d'abord la formation, le financement et la formalisation. On les forme, mais si on forme les femmes et qu'on ne puisse pas les accompagner après, c'est un problème. C'est pourquoi le ministère a mis en place des mécanismes qui permettent de financer ces femmes-là. Des femmes qui en font la demande ou bien des femmes qui ont un projet pour entreprendre, le ministère les finance. Parce que ça va permettre de faire l'articulation entre l'activité de formation et maintenant l'activité génératrice de revenus qu'elles vont mener après. Donc c'est important. Ça ne sert à rien de former et de ne pas financer par la suite. Donc les femmes qui en font la demande, effectivement, le ministère, par l'entremise des mécanismes qu'il a mis en place, parvient vraiment à financer les femmes. Voilà. Après, il y a les femmes qui essaient d'entreprendre. Si elles sont formées, elles sont financées, elles essaient de faire quelque chose. Tout à fait. Voilà. Et maintenant, si elles essaient d'entreprendre... Elles ont déjà les outils. Elles ont déjà les outils. Tout à fait. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste la formalisation. C'est le 3e F. Parce qu'il faut que les femmes apprennent à formaliser leur structure de travail. Ça ne sert à rien d'avoir sa petite entreprise et de ne pas vraiment travailler pour qu'elle ait une reconnaissance juridique. Tout à fait. Donc ça, vraiment, les femmes, de plus en plus, elles arrivent à formaliser leur mini-entreprise. Voilà, parce que cela leur permet d'exister sur la scène sociale. Par exemple, quand il y a des financements, elles sont prioritaires parce qu'on s'est dit que c'est des femmes qui ont leur activité, qui ont déjà formalisé leurs activités, donc le ministère les accompagne facilement. Et au-delà même du ministère, les autres mécanismes qui sont là, comme ONFP, comme 3FPT et d'autres partenaires sont là aussi pour accompagner les femmes, surtout celles qui ont vraiment formalisé leurs activités. C'est important. Très important, madame. Donc, je pense que le message est passé et que, voilà, toutes les femmes qui sont au niveau surtout de la banlieue et qui ne savaient pas qu'il y a un cadre qui les forme pour qu'ils au moins s'activer, entreprendre. Alors, c'est le CEDAF. Donc, il faut vous renseigner pour aller dans ces centres-là et c'est très important. Effectivement, donc je vais ajouter que les formations ne sont pas payantes parce que les CEDAF sont une structure du ministère de la Famille et des Solidarités. C'est l'ancien ministère de la femme. Les activités ne sont pas payantes. Il faut venir et c'est les groupements de femmes qui viennent maintenant, qui se signalent. Et maintenant, elles expriment également leurs besoins en formation. Toutes les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Il y en a qui ont le besoin d'être formées en transformation de céréales locales. Maintenant, d'autres ont également d'autres besoins. Maintenant, selon les besoins qu'elles expriment, on les forme dans ces domaines-là. Et les formations sont gratuites. L'essentiel, c'est de venir, d'en exprimer la demande. Et depuis que je suis là aussi, j'ai initié des formations innovantes. C'est important. Quelles sont les formations Hormis innovantes? Les formations classiques en transformation, etc., les femmes ont besoin de mieux asseoir leur leadership. En tant que coach en art oratoire et en leadership, j'ai initié ces formations-là. C'est quoi l'art oratoire d'ailleurs? L'art oratoire, c'est l'art de bien s'exprimer. Ok. C'est ça globalement. Okay. Mais l'art oratoire, ça requiert tout un arsenal derrière qui fait que la personne, quand elle parle, on sait que c'est une personne qui s'exprime bien.
Et il y a vraiment tout un tas de règles à appliquer pour vraiment être éloquent. Parce que n'est pas éloquent qui veut. Et ça, c'est important. Même nous, les journalistes, vraiment, alors on a besoin de cet art oratoire-là. Voilà. Alors, médiateur pédagogique, c'est quoi également? D'accord, merci. Vous me donnez l'occasion d'en parler parce que j'ai dit dans mon mot d'introduction que je suis enseignante de formation. Mais après, quand j'étais au ministère de l'Éducation nationale, je me suis inscrite à l'ENEA. L'ENEA, actuellement, c'est l'ESEA, École supérieure d'économie appliquée. Plus connue sous le nom de ENEA. Tout à fait. J'ai eu à m'inscrire à l'ENEA pendant 4 ans au département développement communautaire et formation qu'on appelle DECOF. Et le DECOF forme des médiateurs pédagogiques. Vous savez, dans toutes les sociétés, il y a des problématiques sociétales auxquelles les gens sont confrontés. Il y a beaucoup de problématiques sociétales. Par exemple, si on voit, j'ai tout à l'heure parlé des filles qui décrochent prématurément du système scolaire. C'est un problème. Il ne faut pas les regarder comme ça, aller vers la débauche. Et des fois, vous voyez des filles très intelligentes, mais malheureusement, c'est le cadre de vie qui les empêche de continuer exactement leurs études. Exactement, parce que parfois, les filles, surtout dans la banlieue, elles sont issues de familles vulnérables, où les moyens font défaut. Tout à fait. Parfois, ou bien le plus souvent même, il y a des parents qui peinent à envoyer leurs filles à l'école. Parce qu'on sait que l'école coûte cher. Même si aussi c'est au niveau de l'école publique, il y a quand même, l'éducation a quand même un coût. Il faut acheter les fournitures, etc., etc. Souvent, les parents sont confrontés à des difficultés financières. Ce qui fait que l'enfant est bloqué, surtout la fille, parce qu'elle est très vulnérable. Donc, elle préfère décrocher du système. Elle préfère abandonner. Et quand les filles décrochent du système, elles sont exposées. Il y a les grossesses précoces chez les jeunes filles. C'est ça. Il y a beaucoup de risques. Le taux est élevé d'ailleurs. Élevé d'ailleurs. Moi, quand j'étais au ministère de l'Éducation nationale, en tant que chef du bureau genre et promotion de l'éducation des filles, j'ai eu à travailler sur ça pendant de longues années. Les filles sont confrontées à des grossesses précoces. Tout à fait. Et ce qui fait qu'elles sont obligées d'abandonner les études. Et ça, c'est un problème. Le médiateur pédagogique, il peut agir. Il peut agir sur ce fléau qui est l'abandon des jeunes filles. Essayez de voir pourquoi. Elle vient en secouriste. Oui, parce qu'on est là pour appuyer les politiques publiques de l'État. On essaie de comprendre pourquoi ces filles-là ne peuvent pas percer dans les études. C'est vrai, peut-être qu'il y en a qui ont été victimes de grossesse, mais quand même, ça ne doit pas être un frein. On doit vraiment les accompagner, les encadrer pour qu'elles puissent reprendre les études. Si elles ne reprennent pas les études, aussi, il y a des structures comme les CEDAF qui sont là pour les accueillir. Et le médiateur pédagogique, dans ce cas-là, peut faire des propositions à l'État du Sénégal. Ça, c'était un exemple. Actuellement, on remarque qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Les enfants qui sont dans la rue, qui sont laissés. Qui dorment même, dans la rue. Tout à fait. Parfois avec leurs parents. Ça aussi, c'est un problème. Tout à fait. C'est un problème auquel l'État est en train d'essayer de trouver des solutions depuis de longues années. Mais on voit qu'il y a toujours des problèmes. Les enfants sont toujours dans la rue. À ce niveau aussi, les médiateurs pédagogiques peuvent intervenir, essayer de faire des propositions à l'État du Sénégal pour essayer de solutionner ce fléau-là. Il y a le problème de l'immigration clandestine. Pourquoi les jeunes, pourquoi ils fuient le pays pour aller découvrir d'autres horizons? Et on en voit maintenant des jeunes filles qui partent comme les garçons, les hommes. Tout à fait. Il y a maintenant, le taux est élevé, le taux de filles qui quittent le Sénégal pour aller vers d'autres horizons, le taux est important. Tout à fait. Avec tous les risques que cela présente. Oui, parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas de travail au Sénégal. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc le médiateur pédagogique peut également intervenir dans ce domaine. Donc vous avez un rôle psychologique que vous jouez envers les personnes vulnérables, n'est-ce pas? Pas que psychologique.
pas que psychologique. Ok. On a un rôle actif, actif à jouer. À jouer, Oui. tout à fait. Par exemple, sur l'élaboration des politiques publiques. Parce que dans chaque secteur, l'État du Sénégal élabore des politiques à dérouler. Maintenant, le médiateur pédagogique peut intervenir et essayer d'apporter sa pierre à l'édifice. Malheureusement aussi, comme tout à l'heure avec le CEDAF, le métier de médiateur pédagogique n'est pas bien connu au Sénégal. Oui, c'est important. Ça aussi, c'est un problème. Parce que quand on dit qu'on est médiateur pédagogique, on nous demande c'est quoi médiateur pédagogique? Alors que la médiation pédagogique est carrément différente de la médiation sociale. Il y a la médiation sociale quand il y a des conflits dans les familles, etc. Il y a le médiateur social qui intervient. Il y a même un médiateur de la République. Tout à fait. Voilà. Nous pouvons dire que le médiateur pédagogique, il fait de la médiation sociale, mais à côté de cela, il fait autre chose. Parce qu'il intervient dans les politiques publiques, dans les plans de formation. Donc le médiateur pédagogique, malheureusement, n'est pas très bien connu. Et c'est pourquoi on veut faire un plaidoyer pour que l'État du Sénégal reconsidère le statut des médiateurs pédagogiques. Parce que nous pouvons beaucoup faire, nous pouvons beaucoup leur apporter. Et c'est vraiment l'occasion de leur faire un clin d'œil pour qu'ils essaient de se rapprocher de ce corps-là, qui est un corps très très important, à l'image des inspecteurs de l'éducation, à l'image d'autres corps qui sont là. Et même à l'image des Badianougor, n'est-ce pas? Oui, j'allais en venir. Parce que les Badianougor, c'est vraiment des acteurs communautaires. Des acteurs communautaires qui aident l'État du Sénégal. Voilà, maintenant, ce que font les Badianougor, peut-être pour les Badianougor, peut-être elles n'ont pas les outils nécessaires pour bien mener leurs activités. Ils n'ont pas été formés intellectuellement à l'école. C'est ça le problème. Mais maintenant, les Badianougor sont bien formés. Oui, okay. Sur les problématiques là que je viens d'énumérer. Ok, elles reçoivent des formations. Parce que si elles doivent intervenir dans leur communauté, il est normal qu'elles soient vraiment bien formées, qu'elles connaissent ce qu'elles doivent faire sur le terrain. Parce que c'est des acteurs communautaires qui agissent sur le terrain. Elles vont dans les maisons, elles vont dans les quartiers. Donc elles ont besoin d'être formées sur beaucoup de problématiques également, sur la santé de la reproduction. Voilà, sur beaucoup de problématiques, elles sont formées. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les Badianougor font un travail extraordinaire, mais ce n'est toujours pas la même chose avec ce que fait le médiateur pédagogique. Parce que nous devons intervenir au sein des ministères pour vraiment travailler dans les plans de formation des ministères, dans les politiques publiques élaborées par l'État. Donc il y a une petite différence. Donc les Badianougor, ce qu'elles font, elles aident on peut dire qu'elles aident les médiateurs pédagogiques dans leur mission. Tout à fait. Voilà, parce que nous avons aussi une mission sociale à côté de la mission pédagogique. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevons Madame Ramatoulaye Diallo, qui est médiateur pédagogique, comme vous venez de l'entendre. Alors, Madame, on va changer un peu de sujet. On va parler de politique maintenant. Depuis presque un an, le Sénégal a un nouveau régime dirigé par le duo Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko. Pour le moment, tout le monde observe. Nous sommes tous en round d'observation, si vous voulez. Alors, en tant qu'intellectuelle, enseignante, citoyenne sénégalaise, est-ce que depuis leur accès à la magistrature suprême, les choses bougent, Est-ce que les choses changent? Alors, est-ce que les choses sont en train de bouger? Alors, quelle est votre appréciation pour le moment, si vous faites en tant qu'observateur, alors quel est votre niveau d'appréciation sur ce qui se passe avec le nouveau régime? Merci beaucoup. Vous savez, ils ne sont là que depuis 11 mois. Vous dites un an, mais ça ne fait pas encore une année. Oui, j'ai dit presque un an. Presque, oui. Ils sont là depuis 10 mois. Et ils ont présenté aux Sénégalais un projet
un projet qu'ils sont en train de dérouler. Mais avant d'entrer carrément dans le déroulé de ce projet-là, quand ils sont venus, ils ont voulu faire le diagnostic de la situation socio-économique du pays. Et je pense que c'est tout à fait normal. Il fallait passer par là aussi, sur le diagnostic. Bien sûr, parce qu'avant de trouver une solution à toute chose, il faut d'abord en faire le diagnostic, voir ce qui ne va pas, voir les forces, les faiblesses, les menaces, les opportunités, voir ce qui ne va pas, essayer de renforcer, pas ce qui ne va pas, je me suis mal exprimée, voir peut-être ce qui a été fait et et ce qu'il reste à faire, essayer de renforcer, essayer vraiment de compléter. Parce qu'on ne peut pas dire que l'État qui était là avant n'a rien fait. Le président Macky Sall a fait des choses, a fait beaucoup de choses, mais on ne peut pas tout faire. On s'arrête et quand un autre régime est là, il essaie de continuer. Voilà, c'est ça. Maintenant, l'État actuel essaie de renforcer ce qu'il a trouvé. Maintenant, dans les domaines où il a jugé qu'il n'y avait pratiquement pas grand-chose, ils essaient de mettre quelque chose. Et qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est le diagnostic qui permet de voir tout cela, de voir là où ça va, là où ça ne va pas, là où il y a des manquements, et maintenant essayer d'apporter des solutions, des corrections. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Bon, c'est vrai que les Sénégalais ne leur laissent pas trop de temps. Les gens ne sont pas parfois tendres avec eux, parce qu'on est pressé de voir ce dont ils sont capables. Mais moi, à mon humble avis, je me dis qu'en moins d'un an de règne, ils ne peuvent pas encore faire grand-chose. Qu'on leur laisse encore du temps pour finir leur diagnostic, pour essayer de voir où en est le Sénégal sur le plan économique, bien sûr. Et maintenant, on les attend on les attend à proposer des solutions. Pourquoi ils ont été élus? C'est parce qu'ils avaient fait des promesses. C'est là où le peuple sénégalais les attend. Ils n'ont qu'à essayer maintenant qu'ils ont fait le diagnostic, parce qu'on a vu le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, qui avait présenté des statistiques, des chiffres, et ce qui est un peu alarmant. Maintenant, on attend à ce qu'ils proposent des solutions pour vraiment abréger, sinon diminuer les souffrances des Sénégalais. Parce que jusqu'à présent, économiquement, on ne peut pas dire que ça va. Oui, le coût social est élevé, madame. Le coût de la vie les Sénégalais souffrent, malgré... ils ont fait peut-être des diminutions sur certaines denrées de première nécessité, mais quand même, jusqu'à présent, alors le coût de la vie reste tellement élevé. Effectivement, quand ils sont venus, ils ont essayé de faire une réduction par rapport au prix de certaines denrées, mais ça ne suffit toujours pas. Tout à fait. Parce qu'on se rend compte que les Sénégalais sont fatigués, le marché est excessivement difficile, il faut demander aux femmes qui vont au marché tous les jours, c'est très compliqué. Maintenant, on les invite à faire encore des efforts pour soulager le panier de la ménagère, parce que nous en avons besoin quand même. Sur le plan de la justice, est-ce que les choses ne marchent pas à pas de caméléon, d'autant plus que quelques petits cas ont été mis à la disposition de la justice avec autant de dossiers scandaleux des régimes passés, surtout celui du président Macky Sall? Effectivement, sur ce volet-là, concernant la justice, il y a encore un travail colossal à faire. Parce que toujours le Premier ministre Ousmane Sonko, il avait fait, dans le diagnostic qu'il avait fait, donc il avait vraiment porté à la connaissance des Sénégalais des problèmes que l'on ne soupçonnait même pas, des problèmes vraiment de gestion. Tout le monde était là, tout le monde a entendu et les gens étaient même sidérés. Maintenant, dire qu'ils y vont à pas de caméléon, oui, c'est vrai, parce que à la hauteur de ce qu'avait annoncé le Premier ministre, si on voit la façon dont marchent les choses, on se dit que c'est un peu lent. Ils ont identifié vraiment des problèmes. Ils ont même indexé des autorités qui seraient vraiment des auteurs de malversation. Donc je pense que les Sénégalais les attendent à ce que justice soit faite.
Oui, parce que l'argent du contribuable sénégalais doit revenir aux contribuables sénégalais. Okay. On note les cas qui ont été mis à la disposition de la justice, le cas de Lat Diop, parce on dit des faits réels de Samuel Sarr. Alors Farba Ngom et Barthélémy Diaz, leur immunité enlevée. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps souvent de la justice n'est pas le temps de la politique. Vous croyez à cette philosophie-là? Oui, bien sûr. Parce que les autorités qui ont été indexées et mises à la disposition de la justice sénégalaise, ils ne l'ont pas été gratuitement. C'est à partir de faits avérés. L'État du Sénégal a eu vraiment à agiter une certaine procédure judiciaire à leur encontre. Maintenant, il faut agir. Il faut agir, c'est ce qu'attendent les Sénégalais. Donc vous croyez que tous ceux qui ont été cités sur des malversations financières doivent rendre compte? Oui, la reddition des comptes, c'est une demande sociale. Tout à fait. C'est une demande sociale, je l'ai dit tout à l'heure. C'est même une exigence sociale. C'est une exigence. Ce dont on les accuse, si c'est avéré, parce que moi je ne suis pas à même de dire que c'est avéré ou pas, voilà, je ne peux pas le dire, je ne me permettrai même pas de le dire, mais si c'est avéré, à mon humble avis, ils doivent rendre compte. Ils doivent restituer, parce que c'est le bien des Sénégalais. Donc c'est rien de plus normal que la reddition des comptes. Si des gens ont eu à faire des malversations, à détourner l'argent public, il faut qu'ils payent. Voilà. Alors, ancien ministre de la Justice sous Abdoulaye Wade, avant de rejoindre Macky Sall, Maître El Hadji Amadou Sall, peut-être vous le connaissez, alors déplore une instrumentalisation de la justice sous le règne de Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Alors, il dit, je cite, les nouvelles autorités, lorsqu'elles étaient dans l'opposition, alors maîtriser l'art de l'invective, de l'outrage, des excès et de la violence, tout en tant verbal que physique. Alors aujourd'hui, aucune critique n'est permise. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire l'ancien ministre de la Justice, El Hadji Amadou Sall? Vous savez, l'actuel régime, quand il était dans l'opposition, effectivement, c'est ça qu'il disait. C'est ça qu'il disait, qu'on a une justice qui dépend de l'exécutif, etc. Il n'arrêtait pas de se plaindre. Mais maintenant, l'ancienne opposition est au pouvoir maintenant. Et c'est l'ancien pouvoir qui se retrouve à l'opposition. Et il tient aussi le même discours. Il tient aussi le même discours. Mais est-ce que le discours ou bien les discours qu'ils tiennent, alors injurier, calomnier, émettre des propos ethnicistes, être vulgaire, est-ce qu'on doit laisser passer dans un pays où les gens se disent croyants et où les gens, voilà, nous vivons en solidarité, entre parents, cousins de parents, liens de... Moi, je me dis que de voisinage et autres. L'ethnicisme n'a pas sa place ici au Sénégal. Le Sénégal est un seul peuple, uni et unique. Mais on entend ces discours. On entend ces discours et c'est déplorable. Il ne faut pas en arriver là. On peut s'opposer, il n'est pas interdit de s'opposer, mais qu'on le fasse sainement. C'est important. Il n'y a pas de place pour les invectives. Il n'y a pas de place pour l'insolence ou bien les propos déplacés. Alors, depuis le départ du président Macky Sall, il y a eu des interdictions de sortie du territoire de membres de l'ancien régime. Certains parlent d'interdiction administrative et pensent que c'est illégal puisqu'elles n'ont jamais été ordonnées par une autorité judiciaire. Et quelle est votre appréciation sur ce problème-là? Bon, je ne peux pas trop m'avancer sur cette question. Parce que les gens qui sont interdits de sortir du territoire, normalement, peut-être qu'ils ont
qu'ils ont fait quelque chose. C'est des interdictions administratives, Administratives. Et non judiciaires parce qu'ils n'ont pas encore été jugés. Jugés, bien sûr. Voilà. Oui, donc bon, peut-être que puisqu'ils n'ont pas encore été jugés, aucune preuve jusqu'à là n'est encore portée sur eux. Donc je pense qu'on ne devrait pas leur interdire de sortir. Peut-être pour vaquer à des obligations professionnelles. Voilà. Maintenant, s'il s'avérait qu'ils ont effectivement eu à faire des malversations, maintenant, la justice est là pour sévir. Mais des fois, on voit des autorités qui sortent et qui ne reviennent plus. Mais ça aussi, c'est un problème. C'est un problème. On en a cité d'ailleurs quelques-uns. On dit qu'ils ont disparu depuis que le nouveau régime est en place. Mais en tout cas, si le nouveau régime décidait de les faire revenir au pays, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, voilà. Okay. Est-ce que vaut mieux ne pas les retenir jusqu'à régler tout le problème et élucider tous les problèmes judiciaires? Je pense que c'est mieux. Oui, même eux, ils n'avaient pas à sortir du pays. Ils devaient rester courageusement et faire face. Si on vous cite sur des malversations... Donc, mais il faut rester et essayer de se défendre. Parce que si on sait qu'on n'a pas eu à faire de malversations, donc aucune raison de fuir, de quitter le pays. Voilà, moi je suis là, je ne suis pas embêtée. Vous aussi, vous êtes là. Alors, parce que nous n'avons pas eu à gérer des deniers publics, alhamdoulilah. On est là, on marche la tête haute, on marche tranquillement où on veut. Okay. Voilà. Alors, je rappelle que la Cour de justice de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a été saisie et la décision sur le fond est attendue. Alors, on verra la suite, n'est-ce pas? C'est ça, alors, le procureur de la République demande la levée de l'immunité parlementaire du député Amadou Ba. Alors, l'ancien Premier ministre est candidat malheureux à la présidentielle. Là également, un autre député est attaqué directement. Alors, son dossier risque de passer à l'Assemblée nationale pour pouvoir laisser à la justice de faire son travail. Donc, ça veut dire que les choses marchent maintenant. Pour ces deux cas que vous venez de citer, le cas de l'honorable Amadou Ba, ancien Premier ministre du Sénégal, et celui de M. Birima Mangara, certainement. Oui. Donc, j'ai entendu dire, j'ai lu hier dans la presse que il y a le juge qui a refusé qu'on les entende. Tout à fait. Voilà, donc leur immunité parlementaire ne sera pas levée. Voilà, si on s'en tient à ce qui est sorti sur la presse hier. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Ça dit que la justice est libre maintenant. Si on voit cette réaction du juge d'instruction, oui. Alors qui refuse qu'on enlève l'immunité parlementaire de Amadou Ba oui, en tant qu'opposant. C'est tout à l'honneur du nouveau régime qui autrefois disait que la justice dépendait de l'exécutif, qu'on avait une justice commandée. Si maintenant il y a un juge avec l'actuel régime, un juge qui dit qu'il est contre cela, moi je pense qu'il faut s'en féliciter. Et c'est tout à l'honneur de M. Ousmane Sonko, du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, sonne la fin de la récréation. Alors il met un terme à certaines pratiques jugées opaques. Il annonce la création d'une cellule dédiée à la passation des marchés. Parce que d'habitude, tout était à la discrétion du président. Des réformes touchent également les indemnités des députés. Dorénavant, aucun député ne recevra d'indemnité de session s'il ne participe pas aux travaux. Quelle analyse faites-vous sur cette nouvelle prise de décision du président de l'Assemblée nationale? Oui, je pense que c'est une bonne décision. À mon avis, c'est une excellente décision. Si l'on sait que vraiment, il y a des députés qui étaient là et qui étaient souvent absents de l'hémicycle. Et pourtant, tous les mois, ils recevaient l'intégralité de leur salaire, alors qu'ils ne travaillaient pas. Ils sont là pour le peuple. Et tout ce qui se fait en travaux de commission, c'est dans l'intérêt des populations. Ils doivent être présents. Ils doivent être là pour travailler pour ceux qui les ont élus. Donc, s'ils ne respectent pas
les séances. S'ils ne viennent pas régulièrement, c'est tout à fait normal qu'ils ne soient pas payés à la hauteur de ce qu'on attend d'eux. Moi, je suis en phase avec le président de l'Assemblée nationale, M. El Hadj Malick Ndiaye. Voilà, parce qu'ils avaient promis la rupture. Jubal Jubanti. Et c'est cette rupture-là qu'ils avaient promis aux Sénégalais qu'ils sont en train de faire. Il faut que cette rupture-là puisse se sentir, qu'elle puisse devenir une réalité, qu'ils puissent opérer des changements visibles. Et je me dis que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que c'est là vraiment où le peuple sénégalais les attend. La rupture dont ils ont tant parlé, que cette rupture-là soit effective. Ils sont en train de poser des jalons. Donc, il faut les encourager. Voilà. Alors, les frais de mission étaient l'objet d'abus. Un député en déplacement pour 3 jours percevait une indemnité pour 5 jours, couvrant la veille du départ et le lendemain du retour. Cette pratique est désormais abrogée, nous dit El Hadj Malick Ndiaye, le tout nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors, madame, le paysage médiatique sénégalais, dans le cadre de la restructuration du paysage médiatique sénégalais, le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique, Aliou Sall, alors, a publié un rapport sur les 639 médias enregistrés sur la plateforme. Ce rapport identifie les médias qui respectent les dispositions du Code de la presse et ceux qui sont en infraction. Alors, quelle analyse faites-vous sur ces nouvelles décisions du ministre de la Communication, Aliou Sall? Le ministre de la Communication a eu raison de faire ça. Parce que comme j'ai dit tantôt, quand on hérite d'un département, il est très très normal de faire le diagnostic, de voir ce qui est là, de voir l'existant. Et c'est ce qu'il était en train de faire. Et c'est cela qui l'a amené à se rendre compte qu'il y avait une certaine presse qui était là, qui vraiment s'acquittait de toutes ses obligations fiscales, etc., déontologiques et tout ça. Et que parallèlement, il y avait aussi une autre presse qui était là et voilà. La masse d'ailleurs. Voilà, le plus grand nombre. Le plus grand nombre. Maintenant, si le ministre de la Communication veut assainir son département, il n'y a rien de plus normal. Parce qu'on sait que dans cette presse-là, il y a vraiment une certaine presse qui est là, qui est crédible, qui est responsable. Mais à côté, il y a une autre presse qu'on déplore. Voilà, et si vraiment il essaie de faire un toilettage, un nettoyage, nous ne pouvons que nous en féliciter. Et l'État sénégalais cherche à donner une plus grande transparence et une plus grande légitimité à des médias de premier plan, tout en préservant leur liberté d'action. Alors, depuis une décennie, le paysage politique sénégalais semble changer complètement de visage. Je veux parler de la recomposition politique. Alors, les partis politiques, PS, PDS, And Jëf, IRD, AFP, etc., je peux en citer d'autres, alors commencent à s'effondrer dans la nature, au détriment d'une nouvelle tendance de politiciens jeunes qui ne cessent de s'imposer. Est-ce qu'il n'est pas temps que certains ténors puissent partir à la retraite pour au moins sauver l'héritage de ces partis traditionnels-là? Bon, moi je vais d'emblée vous dire qu'en politique, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas d'âge. Okay. Puisque l'expérience compte. On ne peut pas comparer quelqu'un, un monsieur d'un certain âge qui a eu à pratiquer la politique depuis plus de 30 ans à un jeune qui vient fraîchement d'arriver. Il y a forcément eu une différence. Mais il y a une tendance maintenant. Oui, il y a une tendance, mais cette tendance-là aussi, quand même, c'est vrai que les jeunes doivent occuper la place qui doit être la leur dans la société. C'est normal. Mais quand même, on ne doit pas laisser que les jeunes faire les choses.
Les jeunes là ont besoin de l'expérience des vieux. Mais madame, il y a des vieux politiciens qui s'accrochent jusqu'à présent sur. Je me dis qu'il y a des partis classiques, voilà, avec des hommes qui sont là depuis 5 ans. Et qui s'accrochent. Et qui s'accrochent encore au pouvoir. Ça, c'est vrai, il faut quand même qu'ils cèdent la place aux jeunes. Aux jeunes et les accompagner. Et les accompagner par les conseils et les orientations. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais quand même, on ne peut pas laisser tout l'espace politique être occupé que par des jeunes. Les vieux ont aussi leur place. Bon, pas les vieux d'un certain âge quand même, mais quand même l'expérience, ça joue. L'expérience fait la différence. Donc les jeunes ont besoin d'être accompagnés, encadrés par les plus vieux. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance qui est là, on s'en félicite. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on voyait? Il n'y a que les vieilles personnes qui étaient là, qui s'accrochaient, qui s'agrippaient même au pouvoir. Il est temps quand même qu'ils cèdent la place aux plus jeunes. Voilà, ça je suis d'accord. Et ils peuvent devenir des conseillers. Ils peuvent devenir des conseillers, oui, c'est vrai, mais quand même, ils ont encore leur mot à dire sur la scène politique aussi. Parce qu'un jeune comme, par exemple, le président Khalifa Sall, on ne peut pas dire que Khalifa Sall est vieux. Il n'est pas vieux. Peut-être qu'il est moins jeune, mais il a encore beaucoup de choses à faire dans l'espace politique. Oui, comparé à d'autres qui sont d'un autre âge. Khalifa Sall et tout ça, ils ont encore mais vraiment... par exemple, Khalifa Sall a participé à beaucoup d'élections et que jusqu'à présent, alors, voilà. Khalifa Sall, il a une expérience politique très solide. Oui, mais est-ce qu'à un certain moment, alors, il ne doit pas faire un petit recul? Mais justement, actuellement... Alors, parce que Sonko l'a réussi, le président Ousmane Sonko. Effectivement. Alors, c'est un chef de parti politique. Alors, il savait que ça va être très difficile qu'il se présente. Au moins, il a poussé un autre. Et que celui qui l'a poussé est devenu maintenant président de la République. Oui. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière maintenant de faire la politique? Le Premier ministre Ousmane Sonko a donné le ton. Il a montré l'exemple. Il a fait preuve d'une générosité extraordinaire. Quand il a su que peut-être son sort politique était un peu compromis, il a eu son plan B qui a positivement, magnifiquement marché avec le président Bassirou Diomaye Faye. Et aujourd'hui, ils forment ensemble un bon duo à la tête de l'État. C'est vrai que ces gens-là dont vous parlez, ils doivent peut-être prendre du recul. Mais on ne peut pas comparer ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a fait avec ce que peut-être Khalifa Sall ou bien un autre a fait. Ce n'est pas comparable parce que M. Ousmane Sonko, ce qu'il a fait, moi je me dis que c'est inédit. C'est inédit, c'est la première fois qu'on voit ça en tout cas, au Sénégal. Il y a une nouvelle donne qui est là. Une nouvelle donne qui est là. Il a donné une leçon à laquelle vraiment tout le monde devrait s'inspirer. Tout à fait. Une leçon de vie. Parce qu'on ne peut pas se dire que si ce n'est pas moi, c'est personne. Non, lui, quand il a su que vraiment les carottes étaient cuites pour lui, il a désigné un autre. Et le peuple sénégalais a adhéré à ce choix-là. Donc c'est vraiment un exemple. Ousmane Sonko, c'est un exemple de générosité. C'est un exemple d'altruisme. C'est un exemple de leader. Moi, je l'admire. Alors, on note même sur les nouvelles appellations des noms des partis politiques comme Sam Sunu Momel, Sénégal Buñu Bëgg, Sénégal Kessé, Bëgg Sa Réew, Gëm Sa Bopp, et j'en passe. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle réalité, une nouvelle donne que tout le monde doit se tenir compte? Alors, parce que les partis traditionnels, c'était des social-démocrates, des marxistes. Est-ce qu'il ne doit pas s'inspirer sur cette nouvelle donne-là pour pouvoir au moins changer quelques idéologies qui ne collent pas avec les réalités actuelles de la politique sénégalaise? Oui, vous savez, toutes ces nouvelles appellations que vous venez d'énumérer,
c'est des appellations de proximité. Qui ont en commun peut-être un concept. C'est le concept d'une vie meilleure. Sénégal bu ñu bëgg, tout ce que vous avez dit, tout cela, c'est des gens qui aspirent à un meilleur devenir pour le Sénégal. Mais c'est des paroles touchantes, sàmm sunu moomeel. Oui, sàmm sunu moomeel, tout ça, c'est... Sénégal kese. Oui, mais vous pensez que c'est un peu restrictif ou bien? Non, c'est-à-dire que je veux dire que c'est des appellations nouvelles, oui, alors qui collent avec les nouvelles réalités. Chacun il va selon sa conception, selon même sa perception. Parce que si je pose cette question, souvent nos anciennes ou bien nos anciens politiciens alors avaient des idéologies alors qui importaient de l'extérieur. Je comprends. Parce le que là, vraiment, et autres. C'est des appellations qui ne font que vraiment préserver notre identité nationale. Une certaine souveraineté. Voilà, un certain nationalisme. Voilà, une certaine souveraineté. Et que c'est ce que les jeunes veulent entendre maintenant. Et moi, je suis en phase, par exemple, moi qui vous parle. Moi, j'ai un mouvement qu'on appelle Donkasigui. Donkasigui, c'est quoi? Parce que je me dis que même la nouvelle vision Sénégal 2050 du Premier ministre, les nouvelles autorités aspirent à cela. Au Sénégal, où les gens vivront en paix, vivront vraiment en toute quiétude. Sans dépendre de l'extérieur. Sans dépendre de essayer de se développer nous-mêmes. Avec nos propres ressources. Voilà, c'est important. Voilà. C'est surtout ça la vision Sénégal de 2050. Oui. C'est vraiment l'aspiration de ce nouveau régime. Si je compare ça maintenant, moi, à la dénomination de mon mouvement, un mouvement qui s'appelle Donkasigui, conscience tranquille, moi je me dis que vraiment je suis en phase avec les nouvelles autorités. Oui, donc, parce que nous aspirons vraiment à un meilleur devenir. Tout à fait. À un meilleur devenir. Et ne plus dépendre de l'extérieur. Voilà. Alors, sans transition... Le Premier ministre l'a dit d'ailleurs. Tout à fait. Il l'a dit récemment. D'ailleurs, sans transition, le nouveau président américain, Donald Trump, alors vient de bloquer les aides au développement pour les pays pauvres. Est-ce que ceci montre que nous devons nous développer par nous-mêmes? Oui, c'est cela. Exactement, le Premier ministre a eu à le dire, que c'est pas ça, c'est pas l'aide extérieure qui va faire développer le Sénégal. Le Sénégal doit être maître d'œuvre de son propre développement. Nous, enseignants, on a l'habitude de dire que l'élève doit être l'artisan de son propre savoir. Parallèlement, le Sénégalais doit être aussi artisan de son propre développement. Nous devons nous développer par nous-mêmes. Et il y a des mécanismes qui sont là et que si les Sénégalais vraiment s'adossent aux nouvelles orientations du pouvoir en place, je pense qu'on ira vers le développement. Okay. Voilà. Presque l'émission tire à sa fin. Alors, il me reste deux questions simplement, alors que je tenais vraiment à vous poser. Alors, le gouvernement va allouer un montant de 10 millions de francs CFA à chaque famille de personnes décédées durant les événements survenus entre 2021 et 2024 et la somme de 500 000 francs CFA à chaque victime ou ex-détenu. Alors, l'annonce a été faite par la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye. Alors, en tant que femme et mère de famille, vous en dites quoi? C'est une décision que nous saluons, parce que c'est une décision qui vient à son heure. Nous avons constaté qu'il y a eu des martyrs, si on peut les appeler comme ça, des gens qui ont donné leur vie et qu'aujourd'hui, malheureusement, n'ont pas été là quand le nouveau régime a été élu. Des gens qui ont perdu leur vie à partir de combats politiques. Si aujourd'hui, le ministère de la Famille, l'État du Sénégal même, je dois dire, décide vraiment d'indemniser ces familles de victimes-là, il n'y a rien de plus normal que ça. Et je me dis que 10 millions, est-ce que ça vaut une vie? 10 millions, ça ne vaut pas. Même 1000 millions
hein, ne valent pas une vie. Donc peut-être c'est une sorte de consolation qu'on donne à leur famille. Mais certainement que leur famille aurait souhaité que ces enfants-là, hein, qui sont morts, qu'ils soient encore là. Qu'ils soient encore là. Et pour la plupart, c'est des jeunes. C'est des jeunes. Hein, voilà, ça fait mal. Ça fait mal, mais voilà, ils ont donné leur vie. Et je pense que cela doit inciter le nouveau pouvoir à redoubler d'efforts. Parce qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour qu'ils en soient là aujourd'hui. Aujourd'hui, tout à fait. Alors, la toute dernière question, la parité tant décriée par les femmes, est-ce qu'elle est respectée par le nouveau régime ou bien doit-on l'améliorer? Malheureusement, il y a encore des failles à ce niveau-là. Je vous ai dit que quand j'étais au ministère de l'Éducation nationale, j'étais chargée du genre. Parce que mon combat, depuis toujours, c'est de travailler à ce que les disparités hommes-femmes ou filles-garçons disparaissent. Et si on voit la façon dont le gouvernement a été mis en place, 4 femmes sur un total de combien de ministres? 25 ministres. Là, vraiment, tout le monde est d'accord que c'est insuffisant. Et nous invitons vraiment le Premier ministre, le Président de la République à faire encore des efforts. Il faut que cette parité-là soit respectée. Partout. Partout, à l'image de l'Assemblée nationale. Ouais, la parité, elle est intégrale. Sauf au niveau du bureau où il y a eu quelques soucis dernièrement. Mais je pense que par rapport vraiment à la liste des membres du gouvernement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Si on sait que les femmes sont aussi compétentes que les hommes, sinon plus compétentes. Parce que les femmes aujourd'hui, elles embrassent les filières scientifiques. Tout à fait. Elles sont des techniciennes, des biologistes, des médecins, des chirurgiennes, etc. Des scientifiques. Donc on doit leur donner la place qui doit être la leur dans la société. Confier plus de responsabilités aux femmes. Parce qu'elles sont aussi compétentes que les hommes, aussi qualifiées également. Donc j'invite le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, à davantage faire confiance aux femmes. Nous sommes là, nous sommes capables, nous sommes qualifiés, nous sommes des perfectionnistes. Hier, par exemple, j'ai fait un post sur Facebook quand j'ai vu dans le Grand Prix du chef de l'État pour l'enseignant, 6 hommes sur le podium, aucune femme. J'étais offusquée. Ça veut dire qu'aucune femme n'a été présélectionnée. Mais est-ce que les hommes n'ont pas été beaucoup plus déterminants sur ça? On a entendu le monsieur vraiment énumérer vraiment les critères de choix. Ben, moi, je me dis qu'il devait donner quand même la chance aux femmes, plus de chance aux femmes. Parce que nous savons que les contraintes sont beaucoup plus nombreuses chez les femmes que chez les hommes. Dans tous les métiers d'ailleurs. Parce que les femmes, l'homme et la femme qui font le même travail, en dehors de ce travail-là, la femme, quand elle va à la maison, elle a une charge supplémentaire de travail. Alors que l'homme, quand il quitte le bureau, il vient à la maison, voilà, c'est la télévision. Voilà. Et surtout, j'ai entendu celui qui a pris le premier prix, alors même le dimanche, il ne se reposait pas. Et là, c'est difficile pour une femme de se lever tôt le dimanche et d'aller voir les enfants, de les encadrer. Oui, c'est un problème parce que les femmes, généralement... C'est ça qui a été déterminant sur le choix également. Peut-être, mais moi, je me dis qu'il y a des femmes enseignantes beaucoup plus valeureuses que les hommes. Moi-même, j'étais enseignante et j'ai été à chaque fois très, très bien notée par mes supérieurs. J'ai fait mes preuves, comme d'ailleurs toutes les femmes enseignantes, qui sont vraiment braves, qui sacrifient même leurs propres enfants au profit d'autres enfants. Je pense que hier, malheureusement, on n'a pas eu une seule femme au podium et c'est vraiment déplorable. C'est déplorable.
Je me dis que les femmes n'ont pas peut-être bénéficié de certaines faveurs, vu les contraintes familiales auxquelles elles sont confrontées. Mais en tout cas, c'est l'occasion de féliciter monsieur Bara Mbengue, qui a été élu meilleur enseignant de l'année 2023. Voilà, et on prie pour que le prochain prix du chef de l'État pour l'enseignant soit décerné à une femme. À une femme. Okay. Voilà. Et c'est important. Alors, madame, presque le temps qui nous est parti est presque terminé. Alors, votre mot de fin? Le mot de la fin, c'est d'abord de dire que la femme doit être valorisée, davantage valorisée au Sénégal. Parce qu'on se rend compte que les femmes sont souvent laissées en rade par rapport à certaines offres de travail. Vu les contraintes que j'ai énumérées tout à l'heure, on devrait donner à la femme davantage de chance. Parce que les femmes, elles sont méritantes, elles sont braves. Et le constat, c'est que les femmes, là où elles sont, elles font toujours leurs preuves. Elles s'y prennent plus. Sinon, elles s'y prennent, je dirais, de façon brillante, parce qu'elles essaient de se surpasser. Donc ces femmes-là, on doit leur donner davantage de responsabilités. Je dirais que j'invite le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le premier ministre, M. Ousmane Sonko, à confier encore des responsabilités aux femmes. Parce que nous sommes là, nous avons les capacités intellectuelles, nous avons les compétences qu'il faut pour occuper certaines responsabilités à la tête de l'État du Sénégal. Donc vraiment, c'est sur ça que je voulais terminer. Vous remercier, M. Diouf, de m'avoir invité. Voilà. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle à nos chers auditeurs que nous recevions Madame Ramatoulaye Ndiaye Diallo, médiatrice pédagogique, directrice du Centre départemental d'assistance et de formation pour les femmes et les jeunes filles de Dakar, CEDAF, présidente de l'Amicale des médiateurs pédagogiques du Sénégal. Elle est également formatrice à l'école d'art oratoire et de leadership du docteur Cheikh Oumar Diallo. Merci, directrice, d'avoir accepté notre invitation. Merci au directeur de la radio, M. Abdoulaye Diop, au rédacteur en chef, Moussa Niang. Merci à tout le personnel d'Océan FM 98.7. Merci également à M. Traoré qui nous a mis en rapport, voilà, qui était mon encadreur au CECI. Merci aux fidèles auditeurs. À la présentation